Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La pandémie de coronavirus repart à la hausse en Haïti. 205 nouvelles contaminations et 5 décès ont été recensés du 13 au 15 mai dans le pays. L'inauguration par l'Office national de l'aviation civile d'un bureau de protection des voyageurs. Les citoyens peuvent désormais avoir accès à certaines informations relatives à leur voyage à l'aéroport Toussaint-Louverture. S'achemine-t-on vers la fin d'une certaine immunité en Haïti? Le texte de la nouvelle Constitution, s'il est adopté suite au référendum du 27 juin prochain, pourrait bien marquer la fin d'une forme d'immunité pour le président de la République, les ministres et les députés. 205 nouvelles contaminations et 5 décès liés au coronavirus ont été recensés du 13 au 15 mai dans le pays, selon le dernier bulletin du ministère de la Santé. 78 malades ont été dépistés positifs pour la seule journée du 15 mai, durant laquelle 2 patients sont morts de la maladie. Un constat alarmant qui intervient dans un contexte où l'on commence à parler de vaccination en Haïti, comme l'a laissé entendre le président Jovenel Moïse lors de son discours du 18 mai. Vaccination, certes, mais on ignore tout de la stratégie qui sera adoptée. Seule information en notre possession, moins de 150 000 doses seront disponibles dans un premier temps. Notons que jusqu'ici, le Covid-19 a tué 276 personnes dans le pays et que 13 568 cas ont été confirmés depuis l'introduction de la maladie en mars 2019. Le texte de la nouvelle Constitution, s'il est adopté suite au référendum prévu le 27 juin prochain, pourrait bien marquer la fin d'une forme d'immunité pour le président de la République, les ministres et les députés. Intervenant mercredi pendant le grand journal du soir, Louis Naud-Pierre, membre du comité consultatif travaillant sur le texte de la nouvelle loi mère, l'a laissé entendre. L'opposition semble prête à plus de souplesse et l'éventualité de participer aux prochaines élections n'est plus écartée. Mais il y a des conditions. Pour en parler, nous avons avec nous ce soir en visioconférence l'ancien sénateur Yuri Latortue, actuel leader du parti Haïti en Action. Bonsoir, monsieur Latortue, bienvenue sur Metro News. Bonsoir Serge et bonsoir téléspectateurs, téléspectatrices de l'émission de nouvelles de la Télémétropole. Un plaisir d'être avec vous ce soir. Monsieur Latortue, commençons par le commencement. Cette initiative que vous venez de prendre, est-ce qu'il s'agit d'une initiative du parti AAA et de Yuri Latortue, ou bien est-ce l'initiative de l'ensemble de l'opposition? Alors, l'opposition est toujours en réunion et je crois que l'opposition travaille pour Haïti. Et dans ce sens, nous avons toujours dit qu'il faut prioriser d'abord Haïti. Et à chaque fois, nous soulignons justement les conditions où, comme démocrate, l'on pourrait participer à des élections. Ces conditions, ce sont les conditions politiques et légales et les conditions techniques. Les conditions politiques et légales, c'est le départ de Jovenel Moïse, puisque sa date de fin de mandat est arrivée depuis le 7 février 2021. Donc, il faut son départ. Et les conditions techniques, c'est-à-dire qu'il faut un exécutif neutre pour pouvoir mettre sur pied un conseil électoral provisoire vraiment indépendant, qu'il faut un audit des cartes d'Arbalog, puisque vous savez dans quelles conditions on avait mis sur pied ces cartes, on avait lancé ce programme, et les conditions de sécurité minimum qu'il faut avoir. Donc, voilà en gros les conditions politiques et techniques, justement pour que l'on puisse
penser à participer à des élections, parce que les élections doivent être crédibles, honnêtes et démocratiques. D'ailleurs, le président de facto, Jovenel Moïse, a dit que normalement, dès qu'il soit au pouvoir, il n'y aura jamais possibilité pour que quelqu'un d'autre puisse gagner les élections. Donc, à partir de ce moment, je crois que la condition légale, c'est que ce mandat a pris fin, les conditions politiques qu'il ne soit plus là pour qu'il y ait des élections libres, crédibles, honnêtes et démocratiques, et les conditions techniques que je viens de citer. Monsieur Latortue, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. En effet, à la fin de votre texte, vous dites, vous insistez en disant que vous invitez les membres de l'opposition à prendre le chemin des urnes. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas encore un accord à 100% entre les membres de l'opposition ? Donc je reprends ma question. Est-ce une initiative de Youri Latortue ou de l'ensemble de l'opposition, y compris Maître André Michel et tous les autres ? Non, nous sommes en train de discuter au niveau de l'opposition. Mais moi, je soutiens cette initiative. Nous sommes en train de discuter. Et si nous arrivons à conclure cette discussion, il y aura un texte final. Mais ce que nous disons pour le moment, c'est que, comme démocrates, nous devons participer à des élections, mais comme démocrates, nous devons respecter la Constitution. Et la Constitution dit en son article 134.2 que le mandat de Jovenel Moïse a pris fin. Mais comme démocrates également, nous devons avoir de bonnes conditions pour qu'il y ait des élections crédibles, honnêtes et démocratiques. Donc nous sommes en train de réfléchir au niveau de l'opposition, au niveau de plusieurs pôles de l'opposition, mais moi je maintiens cette idée d'avoir un exécutif neutre, sans Jovenel Moïse, où l'opposition puisse se rassembler, parce que ce qui est arrivé, c'est que la réforme, on dit qu'il faut changer l'État, on dit qu'il faut changer le système. Mais pour changer, je crois comprendre que toute l'opposition est d'accord pour ce changement. J'invite l'opposition à se rassembler, à aller en ordre serré dans les élections, mais pas en ordre dispersé, puisque depuis longtemps, il y a toujours beaucoup de candidats où chaque personne puisse penser qu'il puisse devenir président, alors qu'on puisse se rassembler derrière un programme, qu'on puisse se rassembler derrière une vision de réforme et que chacun puisse jouer son rôle. On peut être sénateur, on peut être député, on peut être magistrat et jouer un rôle vraiment utile pour le pays. Donc, en ce sens, pour réaliser, si on arrive au cas où Jovenel Moïse part, il y a un exécutif neutre. Je fais un appel à partir de ce moment à l'opposition pour se rassembler derrière une plateforme et pour aller aux élections en ordre serré de façon à gagner les élections. C'est ça. Monsieur Latortue, vous avez certainement entendu la déclaration de la secrétaire d'État adjointe, Madame Julie Chong. Elle ne voit pas d'un très bon œil l'idée d'un gouvernement de transition, ou plutôt elle dit l'idée est bonne, mais, et il y a toute une série de mais qu'elle édicte, mais qui sera dans ce gouvernement, comment seront-ils choisis, à quel électeur rendront-ils des comptes, quelle loi va déterminer leur mandat, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Je crois que le discours de la secrétaire d'État, cette proposition va apporter réponse à la secrétaire d'État, puisque nous devons quand même éclaircir, nous devons apporter de la lumière pour nos partenaires internationaux. Et ce qui arrive, c'est qu'aux questions qu'elle a posées, à savoir qui va faire partie justement de cette transition, nous avons dit un exécutif neutre. En tant qu'opposition politique, ce n'est pas à nous maintenant de diriger la transition. En tant qu'opposition politique, il serait mieux de nous rassembler, de constituer une plateforme pour aller aux élections. Donc, la question à savoir que cette opposition veut prendre le pouvoir pour s'enrichir, pour préparer ces élections, je crois que
à partir de cette proposition, il y a une réponse à la secrétaire d'État. La deuxième chose, eh bien, qui justement, devant quel électeur vous allez répondre? Eh bien, un exécutif qui prépare les élections, eh bien, n'a pas besoin de répondre à des électeurs. Cet exécutif, c'est un exécutif de transition pour renouveler le personnel politique. Maintenant, est-ce que il y aura eh bien, de la participation maintenant des acteurs politiques qui n'ont pas été élus, ce gouvernement? Non, je crois que justement pour réaliser des élections, il faut des gens eh bien, qui sont crédibles, honnêtes et démocratiques, puisque à partir de ces élections, on peut avoir d'autres crises. Mais pour éviter la crise, il faut que les personnes justement qui dirigent cette transition soient des personnes neutres, crédibles, honnêtes, eh bien, qui puissent eh bien, accorder la victoire à qui victoire est due. Bon, j'imagine que dans ces conditions, le fait que M. Claude Joseph ait été renforcé, enfin, il a été renouvelé dans son rôle de Premier ministre pour un mois encore, c'est pas votre problème. Non, écoutez, vous savez, tout ce qui est là comme exécutif est illégal. On a un président de facto, un Premier ministre. Normalement, la Constitution dit que le Premier ministre ne devait passer que 30 jours. Maintenant, on renouvelle. Qui donne autorité au président pour renouveler un Premier ministre? Ce n'est ni la loi ni la Constitution. Des ministres de facto, un chef de la police AI, un gouverneur de la banque AI, un conseil de la BNC AI, et des institutions abracadabrantes. Donc, normalement, ceux que nous avons là, comme responsables, n'ont aucune légitimité, aucune légalité. Et c'est pour cela que nous avons dit l'arrivée de Claude Moïse, eh bien, pour nous, c'est une distraction, puisque le renouvellement, puisque normalement, si nous parlons de fin de mandat d'un président, si nous parlons de l'article 124.2, eh bien, qui dit que le temps constitutionnel avait pris fin au 7 février 2021, à partir de ce moment, on n'a pas besoin de parler d'un Premier ministre qui a été nommé devant ce président. Très bien. Bon, cela dit, vous vous rendez bien compte, Monsieur Latortue, que vous êtes en train de vous engager pratiquement dans une impasse, parce que vous avez en face de vous, vous venez de le rappeler, quand même le grand voisin américain qui pousse à la roue de manière presque intempestive et qui tient absolument à ce que les élections aient lieu. Eux ne parlent pas du départ de Jovenel Moïse. Dans leur esprit, apparemment, les élections doivent pouvoir être organisées par l'actuelle administration Moïse-Claude Joseph. Et vous, en face, l'opposition, bon, on a parlé des oppositions, et vous venez de lancer un appel à ce que tout le monde se retrouve et aille aux urnes. Moi, si les États-Unis ont de la bonne volonté, et si les États-Unis parlent d'élections, comme un pays avec une tradition démocratique, les États-Unis doivent savoir que nous devons avoir de bonnes élections. Les États-Unis doivent savoir que nous devons avoir des élections participatives et inclusives. Si les États-Unis pensent que nous pouvons avoir des élections avec Jovenel, les États-Unis veulent maintenir cette crise en Haïti. Et à une avancée de l'opposition, on ne peut pas maintenir la même position, à savoir qu'il faut maintenir Jovenel Moïse, à savoir qu'il faut avoir des élections truquées, des élections sélection avec Jovenel Moïse, et arriver au 7 février 2022, qu'on ait encore la plus grande crise de l'histoire. Je crois que les États-Unis doivent se retrouver du côté du peuple haïtien. Et se retrouver du côté du peuple haïtien, c'est permettre à ce peuple de choisir librement, honnêtement, démocratiquement ses dirigeants. Et aujourd'hui, les deux conditions que nous avons posées maintenant pour que nous puissions justement permettre à ce peuple de choisir, ce sont les conditions politiques et légales, qui est le départ de Jovenel Moïse. On ne peut pas résoudre ce pays à un homme, le départ puisque son mandat a pris fin. Et deuxièmement, les conditions techniques pour la réalisation de ces élections. Les conditions que je viens de citer, un conseil électoral provisoire indépendant, mais les conditions sécuritaires, un audit de la carte d'Hermanol. Maintenant,
si nous avons fait cette ouverture, c'est parce que nous ne sommes pas de mauvaise foi. Nous voulons justement nous rassembler pour que nous puissions sortir de cette crise. Et cet appel lancé, ce sera également un appel à l'opposition pour se réunir en notre serré de façon à ce que nous puissions maintenant mettre en pratique ce programme que nous avons dit à la population, à savoir la réalisation maintenant des jugements, des procès de Petro-Caribé et un dialogue national pour le changement, des changements économiques, sociaux et politiques. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, nous donnons cette possibilité justement aux amis de la communauté internationale de dire à Jovenel Moïse qu'il est temps de partir et qu'il est temps de réaliser une transition pour la réalisation des élections. Voilà. En d'autres termes, vous espérez convaincre non seulement le département d'État américain, mais également ce qu'on appelle le core group. Oui, justement, cette communauté internationale qui est pour nous une force, une très grande force politique en Haïti, et que nous voulons montrer notre bonne foi à cette communauté internationale, d'ailleurs, qui devrait déjà prendre certaines positions, mais qui ne l'a pas prise. Et je crois qu'aujourd'hui, au fur et à mesure de nos réflexions, et nous sommes en train de voir comment préparer un texte commun, qui devait porter ces conditions et qui devrait offrir justement cette possibilité, non seulement de réaliser des élections, mais des élections qui ne vont pas causer une autre crise, des élections qui ne vont pas ajourner cette crise, des élections qui pourront permettre justement à une plateforme de l'opposition de se présenter devant cette population, mais sans la présence de Jovenel Moïse et avec des conditions minimum de sécurité et un conseil électoral, un arbitre indépendant et également les cadres dermatologues qui aujourd'hui ne font plus justement l'unanimité puisque nous savons dans quelles conditions justement on avait mis sur pied ces cadres. Une dernière question, Monsieur Latortue. Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir à qui va former ce gouvernement de transition que vous voulez neutre? Et est-ce que vous avez déjà commencé à prendre des contacts? Et avez-vous déjà des résultats? Nous sommes en train de réfléchir sur la proposition puisque nous devons avoir une masse critique pour réfléchir. Et au moment où nous serons mis d'accord, il y aura une proposition. Nous allons voir comment modifier notre accord du 30 janvier pour avoir une autre proposition qui aura les conditions politiques et les conditions techniques. Et c'est à partir du moment où nous sommes mis d'accord sur ces grandes idées que nous pouvons maintenant passer à autre chose. Maintenant, la question, c'est de réfléchir pour savoir comment avoir une masse critique au sein de l'opposition, qui puisse se mettre d'accord sur cette direction. Dernière question, à quelle date pensez-vous que ces élections pourront se tenir? Parce que ça fait beaucoup de travail. Nous ne sommes pas encore là, il faut deux conditions. Il faut que politiquement et légalement, le président de facto, Jovenel Moïse, puisse partir. Et la deuxième chose, que techniquement, on puisse remplir toutes les conditions. Dès que c'est techniquement possible, je crois qu'il faut aller aux élections. Mais pour que ce soit techniquement possible, je ne peux pas moi-même déterminer une date, puisque la question de l'audit, la question de la mise sur pied de conseil électoral permanent, la question de la sécurité, ça doit être réglé par un expert qui doit justement mettre un calendrier et des dates. Pour le moment, je ne peux pas moi-même vous dire, même l'opposition, puisqu'il faut qu'il y ait des experts qui travaillent pour arriver à donner un temps techniquement possible. Oui, mais compte tenu de l'énormité de la tâche à accomplir avant que les conditions soient réunies, à l'évidence, il s'agit là d'un gouvernement de transition qui va être appelé à durer. Non, je ne pense pas. Puisque nous avons dit les conditions politiques qui amèneront le départ de Jovenel Moïse et les conditions techniques, normalement, l'on peut dire dès que c'est techniquement possible dans ce délai, le plus rapidement possible, mais il faut respecter les délais. Et aujourd'hui, je ne suis pas un spécialiste
à ce niveau, au niveau électoral. On ne connaît pas ce qui s'est passé au niveau des cadres, mais ce ne sera pas cette transition de 3 ans, ni même de 2 ans. On va avoir un délai plus court que ça, puisque le délai se ramènera l'objectif se ramènera surtout à l'organisation des élections. Donc, il faut se concentrer sur tout ce qui est techniquement possible pour les faire le plus rapidement possible. Mais je ne peux pas moi-même fixer une date, un délai. D'abord, la première étape, c'est de se mettre d'accord sur un texte où il y aura une masse critique de l'opposition à être mise d'accord. Et la deuxième chose, c'est de voir quand c'est techniquement possible. Bon, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Latortue. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. La technique nous a joué quelques tours pendant cette interview, mais on y est quand même arrivé. Encore une fois, merci et bonne fin de soirée. Merci Serge, heureusement qu'on est des personnes de grande persévérance, on a pu boucler la boucle. Et merci et bonne soirée aussi à vous et tout le staff de Télémétropole. Merci beaucoup, merci. Voilà, c'était l'ancien sénateur Youri Latortue et actuel leader du parti Haïti en Action, AAA, qui apportait quelques éclaircissements sur les nouvelles propositions que l'opposition a mis sur la table. L'histoire d'Haïti est celle d'une faillite collective, selon la députée européenne Nathalie Loiseau. Lors d'une séance plénière au Parlement européen sur la situation d'Haïti ce 20 mai, Nathalie Loiseau, membre de la Commission des Affaires étrangères, souligne la mauvaise gouvernance du pays en évoquant les fonds que les bailleurs ont mis sur la table en vue de la reconstruction d'Haïti après le séisme du 12 janvier 2010. D'un autre côté, Mme Loiseau a mis l'accent sur la situation sécuritaire du pays pour justifier la position de l'UE vis-à-vis du référendum constitutionnel ainsi que des prochaines élections. Lancement ce jeudi de la table sectorielle de l'alimentation scolaire à l'initiative du Programme national de cantine scolaire PNCS. Selon la coordinatrice générale du PNCS, l'objectif est de rencontrer tous les partenaires de l'institution en vue de discuter sur les meilleures formules à adopter pour une meilleure distribution des plats chauds aux écoliers du pays. Table sectorielle qui s'allie, c'est une sorte de réunion qui est organisée dans des institutions pour capable harmoniser le travail qui a fait. Tout ça qui a fait depuis qu'il y a plusieurs partenaires, plusieurs organisations, plusieurs groupes qui ont intervenu dans le même secteur, on est obligé de faire une table sectorielle pour harmonisation. Et ça va permettre que nous connaissions qui ça tout partenaire a réglé parce que dans la cantine scolaire gagner en pile partenaire. Et c'est raison d'être même PNCS pour capable non seulement gagner un yeux de contrôle sur ça qui a fait, sur comment Timon a mangé dans l'école et aussi lui-même tout PNCS en tant que opérateur tout qui a bien mangé et puis pour qu'on ait pas une duplication. Donc, si nous ne pas rencontrer ensemble avec tout partenaire, il y a bien une duplication. Il y a un partenaire qui intervient dans le sud, qui a baillé une quantité de l'école, même manger, qui a baillé manger, et puis il y a l'école qui pas joindre, alors que c'est même fonds qui a baillé un seul groupe, l'école manger. Là, ça, et il doit c'est pas si moun yo qui manger, parce que si on l'école a deux sources d'approvisionnement. Donc ça c'est pas faute l'école là, c'est faute PNCS qui pas fait travail. Donc c'est dans le cadre de ça, nous-mêmes nous voulons faire travail nous réunir tous acteurs yo sur même table pour nous chaque cas connaît qui ça n'a fait exactement pour si mon yo capi bien manger pour ressources capi qui bien reparti au niveau du pays. PNCS là toujours des problème manger parce que depuis son côté c'est manger qui a bail là toujours des manger parce que nous gagnons et quantité de Simon 2 800 000 Simon pour tabac manger nous pas jamais arriver ba manger toujours un problème manger donc c'est ça que fait n'a regarder comment nous répartir les ressources plus bien
Comme si pour nous ouais chaque partenaire qui côté aller pour nous dire mais qui côté qui pas gagné, aller là plutôt pour aider l'État à faire travail là parce que yo dit c'est l'État qui a aidé, l'organisation a aidé l'État. Tout partenaire a aidé l'État. Donc si a aidé l'État, nous-mêmes en tant que l'État, nous devons prendre responsabilité nous pour nous organiser ça. Si c'est pour problème manger pas dire exactement qui le problème manger après résoudre tout notre travail pour nous finir avec question problème manger ça au niveau PNCS mais a toujours un problème manger parce que tout autant de beaucoup fait 100% de simon yo moi même pour côté pas toujours un problème manger a existé. L'Office national de l'aviation civile, OFNAC, a procédé ce jeudi à l'inauguration d'un bureau de protection des voyageurs. Selon le directeur du transport aérien, Serginho Sius, un kiosque a été installé à l'aéroport international Toussaint-Louverture, ce qui va permettre aux citoyens de recueillir des informations relatives à leur vol. Il annonce l'ouverture prochaine d'un autre kiosque à l'aéroport du Cap-Haïtien. Rappelons que l'Office national de l'aviation civile, OFNAC, est l'organe de réglementation et de contrôle institué pour gérer toutes les fonctions aéronautiques, qu'elles soient d'ordre technique, administratif, économique ou financier. En effet, l'inauguration et la mise en fonction immédiate des kiosques devant servir à la fois de point de communication et d'information pour les passagers et usagers des aéroports et aérogares de la République d'Haïti est sans nul doute un fait marquant et un signe d'espoir dans cette période de crise que traverse notre pays. Cette initiative résulte de la vision, de la volonté, de l'engagement, du travail acharné des cadres et employés de la direction du transport aérien auquel je voudrais, en mon nom propre et à ceux des autres directeurs de l'institution, adresser mes plus vives félicitations et mes sincères remerciements. Car non seulement l'Office national de l'aviation civile est le symbole de la rectitude dans la gestion du trafic aérien, il est aussi le garant que le respect des normes de sécurité des passagers sera observé et en tout temps et en tout lieu. Inauguration ce jeudi de la 54e succursale de la Unibank qui se situe sur le boulevard Toussaint-Louverture. Ce nouvel immeuble qui prend en compte la situation des personnes handicapées et qui répond à quelques critères de la technologie a coûté environ 3 millions de dollars selon le conseil d'administration. Cette succursale, qui sera bientôt opérationnelle, va desservir les habitants de Delma, de la route de l'aéroport, entre autres. Les services à la clientèle seront meilleurs, garantie donnée par les membres du conseil. Suivez ce compte-rendu de Rodolphe Pierre-Louis. C'est dans un contexte où certaines institutions font faillite à cause des troubles sociopolitiques que la Unibank, de son côté, ouvre de nouvelles succursales. En effet, cet immeuble a été inauguré ce jeudi sur le boulevard Toussaint-Louverture. Le directeur général Franck Mk le présente. Un accès piétonnier équipé d'une rampe pour personnes handicapées, 10 caisses, 11 et même 12 et 13 si on compte les caisses de la Unitransfert, pouvant traiter les transactions de la clientèle avec plus de confidentialité. Un lobby suffisamment grand pour mieux gérer les files d'attente importantes. De multiples bureaux en paysager, très conviviaux, où seront traitées les requêtes de la clientèle, en particulier les requêtes de crédit. Et bien sûr, pour celles et ceux qui souhaitent utiliser d'autres canaux alternatifs. Parmi les 53 succursales de cette institution bancaire à travers les 10 départements du pays, la 54e répond à un standard particulier, poursuit M. Mk. Son parking peut recevoir une 50aine de véhicules, elle dispose d'un guichet chauffeur, de 2 services ATM, ce que le directeur général ne manque pas de remarquer pour faire l'éloge du nouveau bâtiment construit par la firme AFC. C'est donc une succursale étudiée pour répondre non seulement aux besoins de la clientèle retail, mais aussi pour servir les entreprises commerciales et industrielles de la zone qui recherchent un accès sécurisé, la discrétion et la rapidité pour effectuer leurs transactions. En outre,
pour ces entreprises, un espace dédié qu'on appelle Corporate Business Center sera mis à leur disposition pour répondre à leurs besoins spécifiques. De son côté, le président directeur général Karl Bouaron s'est adressé aux 1 270 000 clients de la Unibank. Après les avoir remerciés pour leur confiance, il fait part des différents projets du conseil d'administration, notamment la reprise des activités dans d'autres succursales qui se trouvent au centre-ville. 48% de tout compte en banque en Haïti, c'est dans Unibank. Et c'est pour ça que vous fait de la Unibank la banque préférée d'Haïti. Là où on dit honneur, ou pas capable de dire le respect. Symbole ça, c'est le respect. C'est investissement que nous faisons, pas seulement pour collaborateurs qui baillent service, mais surtout pour que la clientèle la connaît, ici là, c'est la caille que lié. Et nous continuer à faire route là ensemble avec. C'est aussi un symbole pour le futur. Nous avons l'autre côté que nous prenons présent, que nous prenons l'ouvert, et nous prenons relouvert succursale rue Capois, qui était un symbole, c'était une plus grosse succursale Unibank qui malheureusement après le tremblement de terre, t'es tombé et nous t'es perdu monde dans le tremblement de terre. Mais nous avons la foi dans l'avenir, malgré tout ce qu'on ne contrôle pas. C'est même côté nous aller, on nous fait route là ensemble avec Unibank. Une nouvelle succursale de la Unibank vient d'être inaugurée sur la route de l'aéroport. Des habitants de Simon-Pélé, de Delma, de l'aéroport entre autres, pourront bénéficier des services de l'institution en toute facilité, assurent les responsables. Ce nouvel immeuble tient en compte la situation des personnes handicapées selon le directeur général. Toutefois, l'insécurité qui sévit dans la zone demeure un sujet de grande préoccupation. Pas moins d'un mois, une entreprise a été pillée par des individus non identifiés et la présence des agents de la PNH devient de plus en plus rare. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.